Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Plus de 350 personnes privées de chauffage et d'eau chaude à Cergy-Saint-Christophe. La conséquence d'une panne des échangeurs du Grand Ensemble. Depuis 2 semaines, les habitants de la Bastide se débrouillent comme ils peuvent. Brice Martinelli les a rencontrés. 15 jours déjà sans chauffage ni eau chaude, voilà le calvaire des habitants du quartier de la Bastide. Monsieur Nguyen vit ici depuis 24 ans et les problèmes de chauffage chez lui il connaît. Mais aujourd'hui la situation dure, c'est alors système D. Oui, censé chaude, mais bon, c'est de l'eau froide en fait. Donc, la bouilloire elle marche à plein. Je prends une douche avec de l'eau tiède en faisant remplir 3 bouilloires comme ça, donc dans des seaux. Une bouilloire pour la douche, un radiateur pour le salon, mais la nuit, Monsieur Nguyen se réchauffe comme il peut. Disons, on a des bouillottes, on a ce qu'il faut, mais bon, on a les duvets, tout ce qu'il faut pour se couvrir, les polaires, etc. Bon, mais bon. Au total, 350 résidents de ce quartier de Cergy-Saint-Christophe seraient privés d'eau chaude et de chauffage. Du coup, les radiateurs électriques tournent à plein régime et ça coûte cher. Là, on a des factures d'électricité qui explosent. Vous avez des mamans qui quelquefois sont obligées de laisser les enfants sur le divan devant la télévision avec une couette dessus. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, ça m'énerve. Chez Dalkia, leader des services énergétiques, on reconnaît la vétusté du réseau. L'absence de dispositif de traitement d'eau serait à l'origine de la panne, provoquant un entartrement du réseau fournissant l'eau chaude dans une partie du Grand Ensemble. On a proposé il y a quelque temps des travaux pour remédier à cette situation à la communauté d'agglomération. Ces travaux viennent d'être acceptés, nous les avons engagés immédiatement. En fait, nous avons passé les commandes déjà en fin de semaine dernière. Et donc la situation sera rétablie sous 2 semaines. 120 000 € viennent d'être débloqués par l'agglomération de Cergy. Jeudi 18 novembre, Dalkia s'engage à résoudre définitivement le problème. Autrement dit, encore 15 jours de galère pour le quartier de la Bastide. Football et le tirage du 7e tour de la Coupe de France, plutôt clément pour l'entente Sannois-Saint-Gratien. Dernière formation valdoisienne encore en lice, le SSG recevra le club de la Vitraine. La rencontre se tiendra au Parc des Sports Michel Hidalgo le samedi 20 ou le dimanche 21 novembre prochain. Du volleyball maintenant, suite à la création de l'Excellence Fédérale, sorte de Ligue B féminine. Les filles du COM Argenteuil ont obtenu leur billet pour la 3e échelon national à la fin de la saison dernière. Mais les débuts de cette nationale 1 revalorisée ne sont pas faciles pour les Argenteuillaises. Le reportage de Fabien Madigou. 13 ans que Philippe Akele a pris les rênes de l'équipe féminine du COM Argenteuil. Le club évoluait alors en Régional 1. Aujourd'hui, à force de travail et d'un gros effort sur la formation, la meilleure équipe féminine valdoisienne joue 3 niveaux au-dessus, en National 1. On n'a pas de moyens, il faut travailler. C'est juste ça. Il faut maintenant que chacune prenne conscience que voilà, on est en N1 et voilà, elles ont voulu monter. Maintenant, on a franchi un palier à elles aussi de se discipliner pour justement pouvoir faire quelque chose. 10e et première équipe relégable, Argenteuil connaît un début de saison compliqué. Avec une seule victoire en 4 matchs, les protégés de Philippe Akele sont déjà dos au mur, mais semblent avoir cerné leurs faiblesses. On avait l'impression qu'il n'y avait pas d'envie sur le terrain. Il n'y a pas de cohésion. C'est un truc sur lequel il faut qu'on travaille beaucoup. Et comme ça s'est vu là au niveau des on finissait pas les points justes. C'est pas un problème technique, c'est pas un problème physique, c'est plus un problème psychologique. Opposés ce week-end à Lyon, un adversaire largement à leur portée, les Bleus et Blanches étaient branchés sur courant alternatif. Plus puissantes et physiques que leurs homologues de la région Rhône-Alpes, les partenaires de Chimène Zouzoua ont sans cesse été menés au score. Revenues à 2-7 partout, elles ont fini par s'écrouler dans la manche décisive. Une défaite rageante qui aurait pu être évitée. Il y a quand même pas mal d'équipes du championnat qui sont aussi montées de National 2. Donc moi je pense pas que ce soit une différence. Parce que même l'équipe qu'on a rencontrée aujourd'hui, c'est pas un niveau National 1 à la base. Donc moi je pense pas que c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui nous on doit travailler peut-être dans notre tête, on doit travailler de se remettre un peu en question, essayer de travailler un peu plus notre collectif parce qu'on n'a rien à envier aux adversaires. Le retour de la trentenaire dans son club formateur après un passage chez les pros ne peut masquer la jeunesse de l'effectif argenteuillais. Le manque d'expérience qui en découle se paie cash à ce niveau. Mais conscientes de leurs lacunes, les filles du coma sont bien décidées à réagir rapidement pour assurer leur maintien.
Et notre série sur les bords de l'Oise nous amène aujourd'hui à parler du métier d'éclusier. Un métier sans lequel il n'y aurait pas de trafic fluvial et ce dernier est en pleine augmentation. À l'Isle-Adam, Christophe Aubry. Jean-Louis travaille ici depuis 28 ans comme éclusier. Des bateaux comme ceux-là, il peut en voir passer une cinquantaine par jour. Des navires de marchandises pouvant faire jusqu'à 80 mètres de long et peser près de 2000 tonnes. Avant de les laisser repartir, il doit les placer dans cette écluse durant une dizaine de minutes. Comme si on remplissait une baignoire, on met le bouchon dans la baignoire et on ouvre l'eau et l'eau monte à l'intérieur. C'est à peu près le même système. C'est-à-dire que sur les portes à l'amont, on a des 4 clapets qui s'ouvrent et que l'eau rentre à l'intérieur. Depuis son poste de contrôle, Jean-Louis ouvre et referme ses lourdes portes. Sans son autorisation, aucun bateau ne pourrait traverser l'écluse. Une lourde responsabilité tant le trafic fluvial a augmenté ces dernières années. La plus grosse difficulté, c'est quand il y a beaucoup de bateaux qui arrivent en même temps et qui sont plus ou moins longs et plus ou moins larges. Donc là, c'est la difficulté qu'il y a à chaque fois à gérer ce système. Depuis la création de l'écluse de l'Isle-Adam à la fin du 19e siècle, les techniques de travail ont bien changé. L'informatique a fait son apparition et tout le système est désormais automatisé. Maintenant, les écluses par elles-mêmes sont automatisées, c'est-à-dire moins de contraintes pour appuyer sur les boutons ou pour gérer ça manuellement. Et point de vue maintenant pour les bateaux, ils sont gérés directement sur informatique. Donc on sait maintenant d'où c'est qu'ils viennent, d'où ils viennent, où ils vont, et le point de chargement qu'ils ont fait, le point de déchargement où ils vont. Jean-Louis ne regrette pas l'époque où il a commencé. Il fallait parfois jusqu'à 8 heures de manœuvre pour laisser passer un bateau. On avait 26 cadres par passe. On avait 2 passes, une passe rive gauche, une passe rive droite. On avait 26 cadres. Et sur les 26 cadres, on avait 7 rangées de vanettes comme ceci. Alors, ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui c'est beaucoup plus confortable. Aujourd'hui c'est beaucoup plus confortable, c'est-à-dire que maintenant on n'y touche plus du tout, ça se gère directement sur ordinateur. On compte en tout 7 écluses sur les bords de l'Oise. Le métier d'éclusier ne réclame pas de formation spécifique. En revanche, dans le cadre du concours du ministère de l'Équipement, il est demandé de posséder un BEP ou un CAP. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur veonews.fr. À demain.